On continue. Alors, nouvelle délibération, s'il vous plaît, la numéro 12. Donc, depuis de nombreuses années, on intervient sur les temps garderie, atelier du soir, temps d'aménagement périscolaire. On a bien sûr fait tout un travail pour assurer la compétence de nos équipes au niveau personnel, au niveau d'intervenants spécifiques, au niveau d'intervenants de l'association de l'Invilliers. Considérant qu'à partir de la rentrée prochaine, nous allons en plus gérer les temps extrascolaires et l'ensemble des temps périscolaires, on vous propose de permettre à des bénévoles de venir accompagner la ville dans le cadre des différents temps d'aménagement périscolaire. Donc vous avez en page 2, enfin derrière en recto, vous avez la convention et dans vos pochettes jaunes, vous avez la nouvelle convention qui vous est proposée suite à la plénière, donc dans votre pochette, où on a rajouté 2 éléments. C'est dans le bénévole s'engage à. On vous propose de rajouter donc le point 6 et le point 7. Le point 6, respecter la charte municipale de laïcité, et en 7, à mettre en œuvre les objectifs de la charte de coéducation. Voilà, donc 2 petites modifications, je dirais petites et importantes. Hein, voilà, importantes dans l'esprit, petites en termes de lignes. Place qu'elles prennent dans le document. Oui, Midon. Si on en arrive à une délibération aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui oui. sont portés volontaires. Oui. Alors, il y a 2 raisons. Un, il y a des gens qui se... Alors, nous, déjà, on avait fait dans les Nouvelles Malinoises, depuis le mois de novembre, décembre, on avait fait un appel aux bénévoles pour accompagner ces activités. Alors, on est bien d'accord, hein, c'est un accompagnement des intervenants en place. C'est pour soulager les intervenants en place. C'est pour, par exemple, aider les déplacements des enfants sur les temps périscolaires. Mais aussi participer aux activités, pas faire que les déplacements. Dédoubler un groupe, prendre quelques élèves pour une animation spéciale, parce que la personne a une certaine compétence dans un domaine. Et ça, c'est la deuxième raison, c'est qu'actuellement, dans le cadre de rapprochement de l'ensemble des structures, sur la maison de quartier, des bénévoles intervenaient et sur les temps d'atelier du soir pour accompagner les enfants sur de l'accompagnement aux devoirs. Et donc, on a des personnes anciens enseignants ou retraités de la fonction publique qui se proposent pour venir accompagner les enfants sur la partie des devoirs. Et il faut savoir qu'on a quand même de plus en plus de mal à avoir des enseignants qui nous accompagnent sur ces accompagnements d'aide aux devoirs. Donc, ça sera pour nous aussi un gage de qualité dans l'avenir par rapport à ce qu'on propose. Voilà, d'autres questions? Nous avons voté. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? Unanimité donc. Dernière délibération concernant la jeunesse, Marc, les tarifs. Alors, maintenant qu'on a trouvé un nom à cet accueil de loisirs, qu'on est quasiment dans la dernière ligne droite et on est dans l'organisation finale avec le service, il était important de faire un énorme travail qui était passé aussi en commission sur la tarification de cet accueil de loisirs. En préambule, je rappellerai qu'il a fallu essayer de rapprocher 3 grilles tarifaires complètement différentes avec des modes de calcul complètement différents, et donc on propose au conseil municipal de se positionner sur cette grille tarifaire de l'accueil de loisirs qui tient compte à la fois des réalités des tarifs plutôt très bas qui étaient faits à la maison de quartier, tout en tenant compte aussi des tarifs des autres structures. Et on a souhaité conserver le tarif neuf qui n'était appliqué jusqu'à maintenant que chez Jean Charpentier, pour avoir une équité et que tout le monde s'y retrouve sur l'ensemble des tarifs. Voilà, c'est donc quelque chose d'important évidemment, hein, puisque on fixé des tarifs pour la première fois, ils ont vocation à évoluer dans l'avenir, mais pas à être refondés du moins rapidement. Donc il fallait quand même pas trop se tromper. L'exercice était difficile, hein, comme ça il est dit. Il fallait tenir compte de 3 tarifs. Tarif de la maison de quartier, tarif
de notre accueil Gambetta maternel, et les aventuriers, et de Jean Charpentier. Voilà, donc pour le tarif 1, c'était la maison de quartier qui était évidemment la plus basse. On est parti à quelques centimes de ce tarif-là. Et puis pour le tarif le plus élevé, on reste en dessous du tarif le plus élevé qui était celui des aventuriers. Ce qu'on peut peut-être ajouter, c'est que ces tarifs tiennent compte des obligations auprès de la caisse d'allocation familiale, avec des tranches tenant compte du quotient familial, c'est un élément important, et qu'on en a profité dans le même temps pour faire une étude de ce qui se faisait globalement dans les structures de l'agglomération chartraine, et qu'à Mavilly, on est quand même sur des tarifs, on est quasiment les plus bas de l'agglomération chartraine, même sur les tarifs les plus élevés. Et dit autrement, les tarifs là, enfin les recettes que l'on compte obtenir de ces tarifs-là ne représenteront certainement entre 20 et 30% du coût réel, les tarifs globaux, entre 20 et 30% du coût réel. Alors après s'ajoute quand même l'aide de la CAF qui peut être considérée comme une aide indirecte des usagers. Mais il n'empêche que, et donc quand je dis en moyenne 20 à 30%, ça veut dire que pour les tarifs les plus faibles, donc ceux pour lesquels on est évidemment vigilant, on est certainement à 10% du prix du tarif, et pour les plus élevés, on est peut-être à 40%, quelque chose comme ça, de l'ordre de grandeur. Qui souhaitait intervenir ? Madame, je ne sais plus qui. Non, mais apparemment, je pense que tu as pu répondre à sa question. Voilà. Et finalement, je vais prendre la parole. Vas-y, Manuela. Moi, Marc, j'ai juste une petite question. Dans les journées sans repas, donc sans repas, ça veut dire que le parent va chercher l'enfant, il mange chez lui, il le ramène. Est-ce qu'il y a toujours pas cette possibilité, en fait, qu'on puisse nous-mêmes préparer un repas, mais que l'enfant puisse quand même rester? Non. On en est toujours... On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. C'est un problème d'encadrement, c'était mieux. C'est-à-dire qu'on est, juste pour la petite histoire, on est sur une amplitude horaire à la journée, là, qui va être de 11 heures la journée. Les animateurs n'ont pas le droit de faire 11 heures par jour, donc on est obligé de jouer sur la présence des animateurs, et on ne peut en aucun cas laisser les enfants sans repas, qui viendraient avec leur propre repas, en effectif supplémentaire. C'est-à-dire qu'on est à flux tendu, on n'est pas, malheureusement, si on avait la possibilité, alors peut-être que si on faisait des tarifs bien plus élevés, on aurait la possibilité d'avoir des encadrements plus importants et de pouvoir se permettre, mais on n'est pas du tout dans cette... Et en plus, ça serait quand même difficilement justifiable aujourd'hui, même pour les enfants entre eux, entre celui qui arriverait avec son pique-nique et l'autre pour un repas. Je dis ça parce que je sais que dans certains pays, ça se fait, ça se fait pas mal en fait, où l'enfant, le parent choisit si il a quand même cette surveillance de pension, mais il choisit s'il mange à la cantine ou s'il emmène sa petite gamelle, quoi. Donc voilà, je voulais juste... Et dans pour mon information, En Belgique. En Belgique, c'est ça. D'accord. Quelque chose qui n'a pas été dit, semble-t-il, c'est que ça se fait, mais dans des cas très particuliers où il y a des problèmes d'allergie, les PPI, là, etc. Mais là, c'est très cadré, quoi. Je veux dire, Oui. avec juste une envie, ça n'existe pas. Je comprends bien, non. Une des raisons principales, c'est la question de l'hygiène. On voit bien quand on fait des pique-niques aujourd'hui, et que c'est les parents qui ramènent les pique-niques, la problématique que ça peut poser aux équipes, parce qu'il faut des glacières, pas n'importe lesquelles, il y a tout un accompagnement. C'est vrai qu'on a quand même pas mal de restrictions. Ça nous amènerait effectivement à débattre des normes qui sont peut-être bonnes, qui sont peut-être un peu moins bonnes, qui peuvent être aménagées, etc. Mais le problème, il est là, quoi. C'est bien, vous avez écouté ma lanterne. C'était ce que je voulais. Maintenant, juste peut-être pour aller jusqu'au bout, c'est l'idée de la journée sans repas, c'est surtout pour les gens qui habitent autour de la structure. Voilà, comme la structure, on compte la mettre, elle va être dans un premier temps, et on compte la garder au centre-ville. Ouais. C'est vrai que ça permet quand même à un certain nombre de familles de pouvoir emmener les enfants sans avoir ce coût de repas qui souvent pèse fort sur la participation. Dans un premier temps, dans la version provisoire, il va être au cœur de Mavilly, puis on espère bien qu'en version définitive, il sera aussi. Restera au cœur de Mavilly, pour que les choses soient claires. Des interventions. Oui.
André. C'est ce que j'ai dit mardi soir. Je reviens sur la question du coût financier, la colonne 9. C'est vrai, je crois qu'il pourrait y avoir une part d'injustice à appliquer à une famille dont l'enfant est hors commune la totalité de la colonne 9. Donc, est-ce qu'il serait possible d'enquêter, je passe mon nom, c'est le seul que je fais, un petit peu plus auprès de la famille? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des familles qui vont être pénalisées. Parce que leur seul tort, c'est le gamin est scolarisé chez nous, donc il n'appartient pas à la commune, donc il va payer le tarif maximum. Je répète que ce tarif maximum ne correspond qu'à 40% du prix réel, et que peut-être que ce prix-là, il peut le payer, y compris avec un tarif dégressif, dans une autre commune qui pratique des prix plus élevés que nous. D'accord ? Et que les parents de cet élève ne payent pas d'impôt immobilier. Si on a tous ces éléments, je suis convaincu. Voilà, c'est ça. Parce qu'on voit sur toutes les lignes. Et puis bon, alors, j'en ai oublié un. C'est que ça correspond à très peu de gens. Oui, à quasiment aucun. Parce qu'en fait, des gens de l'extérieur qui viennent au centre de loisirs, à Mobilier, alors qu'ils habitent à l'extérieur, c'est vraiment... Il y a deux cas de figure essentiels. C'est où il n'y a pas de structure sur leur commune, ça arrive, ou ils travaillent sur Mobilier ou proche de l'agglomération et ils y viennent pour ces raisons-là. C'est vraiment les deux grosses raisons qu'on trouve. Et honnêtement, il n'y avait sur la commune jusqu'à maintenant que Jean Charpentier qui accueillait des hors communes. Et c'est vraiment à la marge, hein. On est à moins de 10% d'enfants accueillis, presque plus proche de 5% ou 10%. Ceci dit, on entend quand même voilà, ta réflexion. Il n'est pas possible effectivement de changer aujourd'hui, mais rien ne nous empêche à l'avenir voilà, de trouver, comme je l'ai dit en commission plénière, voilà, un compromis qui soit encore un petit peu plus, un peu meilleur que... Voilà, un compromis en fait entre ce qui est ici et ce que tu dis. Mais je ne sais pas lequel, c'est pour ça que je ne peux pas te le proposer. Après peut-être un élément supplémentaire, il faut savoir que beaucoup de communes autour de nous n'acceptent pas les enfants des autres communes. C'est-à-dire que c'est en plus, c'est pas une spécificité, mais c'est quand même quelque chose qu'on a retenu, qui n'est pas le cas. On ne peut pas aller, si tu es de Mavilliers, tu ne pourras pas aller dans d'autres centres de loisirs, juste à côté de chez toi, qui pourraient t'arranger pour le travail, etc. Voilà. Donc nous, on s'est gardé cette possibilité-là quand même, qui n'est pas négligeable. On accueille et on ne fait pas payer le prix réel. J'insiste là-dessus. Il y avait Sophie. Oui, Sophie. Moi, je pense que c'est une nouvelle organisation, une activité pas nouvelle, c'est un groupe, mais c'est, voilà, je me dis, faisons le bilan dans quelques mois, puis on verra, et en effet, je pense que ça sera, les grands Mavillois, ça sera une petite... De toute façon, on vous dira combien il y en a, André, bien sûr. Hein. Et puis on verra si jamais ça posait des difficultés à ce moment-là. Et on verra si des gens, quand même, parce que tu disais enquêter, en fait, c'est pas forcément le bon mot, c'est faut qu'il y ait un retour des services, en fait. Voilà. C'est-à-dire que savoir s'il y a des gens de l'extérieur qui viennent et puis qui repartent parce que c'est trop cher, savoir combien il y en a qui restent, et savoir si les remarques qu'ils font, voilà, oui, voilà, en fait. Je change ta demande dans celle-ci, et celle-ci, elle est tout à fait entendable, et on essaiera de faire ça au bout d'un an. Ouais. Philippe. Oui, je voudrais juste dire qu'il ne faut pas non plus reporter les problèmes qui sont ailleurs. Une commune où habitent ces personnes, ils ont fait le choix souvent d'habiter dans cette commune-là pour d'autres raisons où ils sont gagnants. J'en rajoute, où parfois le taux d'imposition est 2 fois moins important qu'un Mavilliers, donc qui paye a priori 2 fois moins d'impôts. Je parle de la taxe d'habitation et de la taxe foncière bâtie, parce que c'est le cas souvent, hein, ça va du simple au double, le taux d'imposition. D'autre part, ces communes ont souvent fait le choix d'avoir peu d'impôts, mais aussi peu de services, donc c'est un choix. Et ils ont un bulletin de vote pour faire évoluer ce choix s'ils ne sont pas d'accord avec ce choix dans leur propre commune. Et d'autre part, rien n'empêcherait non plus fondamentalement leur commune de contribuer par un biais ou par un autre, dans la mesure où sur la commune, il n'y a pas d'offre.
Donc ça, c'est des choix purement politiques et économiques. Et je ne vois pas pourquoi on irait vouloir compenser les choix d'autres communes et d'habitants d'autres communes. Que chacun assume ses responsabilités. Oui, elle est là. Mais tu m'envoies ravi. Moi, ce que je trouverais plus injuste, si je peux reprendre le mot d'André, ce serait plus pour les enfants non inscrits. Parce que pour les enfants non inscrits, il peut y avoir bien sûr des enfants de Mavilier, donc des parents qui payent aussi des... Non mais, dans l'éventualité, comme là, pour les hors-communes, ce que je veux dire, c'est qu'au niveau justice, moi je pense que ce serait plus ça qui me choquerait. Mais c'est pareil, c'est en général... C'est sur un repas en général. Oui, bien sûr. Hein, et après ils s'inscrivent. Hein. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est quitte à avoir de l'injustice, je pense que je pencherais plus de ce côté-là plutôt que plus en par rapport à ça, il est clair que le non-inscrit, aujourd'hui, le mode va changer. Il va y avoir une date d'inscription. Et après, l'objectif, c'est aujourd'hui, on n'a pas le choix sur ces structures-là. On laisse ouvert un maximum pour permettre de remplir au nombre d'effectifs maximum. C'est notre intérêt financier et c'est important. Donc ça, c'est une première réponse que je peux vous donner. Là, après, quand même un petit élément sur... on est en pleine période, enfin non, on finit aujourd'hui, je crois, les inscriptions au temps périscolaire. Et j'ai fait un petit pointage avec les services semaine dernière. Donc on est déjà, à savoir sur les mercredis, à 37 inscrits en maternelle, sachant que aux aventuriers, on était à environ 40 enfants inscrits l'an dernier. Donc on n'a pas eu de perdition d'enfants comme on aurait pu craindre. Et on est à 37 enfants en élémentaire, sachant que jusqu'à maintenant, Maison de Quartier et Jean Charpentier réunis, on était à une cinquantaine. Donc là, on a un peu de perdition, parce qu'il va falloir que les gens s'organisent. On a encore des réunions d'information avec les parents, mais ce qu'on peut dire, c'est que globalement, sur les mercredis, à première vue, dans l'immédiat, on est dans les chiffres qui étaient ceux qu'il y avait dans les 3 structures avant. Voilà. C'est un élément pour dire que le travail avance. Merci. D'autres expressions? Il ne semble pas. Nous votons. Alors, les avis contraires sur cette délibération. Il n'y en a pas. Les abstentions. Une abstention. Pas d'autres. Je considère que les autres sont pour. Il n'y a pas de refus de vote ou je ne sais quoi. C'est bon. Merci à vous. Nous passons au périscolaire. Antoinette Lecomte étant absente excusée, Michel Bontou présente cette délibération. Donc, il vous est proposé la modification des tarifs au niveau de la restauration scolaire et de l'accueil périscolaire. Donc, vous rappelez quand même que les prix de la restauration sont destinés aux élèves des écoles maternelles et primaires, des collèges et des lycées de l'enseignement public, sont fixés librement par la collectivité territoriale qui en a la charge et dans la limite du coût de revient du service par usager. Il vous est donc proposé d'actualiser la grille tarifaire, une grille qui avait été installée pour la rentrée 2010-2011 et qui prenait en compte les ressources des familles. Donc, on vous propose une augmentation, cependant encadrée, donc une actualisation de 2,10% pour la restauration et l'accueil des enfants qui apportent leur repas, la création d'une nouvelle tranche T9 pour les hors-communes, ainsi pour l'accueil périscolaire primaire et maternel, une actualisation de 1,90 et la création d'une nouvelle tranche T9 pour les hors-communes également. Voilà. Donc vous avez le tableau qui reprend donc les propositions et les différents prix par tranche. Donc, pareil pour l'accueil périscolaire au dos de la feuille. Donc, on vous rappelle également les modalités de calcul du quotient familial et puis les calculs départ suivant la composition de la famille. Voilà. Oui, merci. Madame Midot. Je voudrais juste une petite précision. Elle n'avait pas été actualisée depuis 2010-2011, cette grille, c'est ça? Aussi, pour moi. Pourquoi vous dites? Parce que... C'est parce que ça a été créé, mis en place? Non, elle a été mise en place. Mais elle a été actualisée. Elle est actualisée. Non, c'est parce que la grille a été mise en place. La grille, mais elle a été actualisée régulièrement. Oui. Donc ça veut dire que c'est une augmentation
par rapport à l'année dernière, au tarif précédent. Tout à fait. Oui, M. Mélard. Jean-Joseph Président également. Pour les enfants qui amènent leur repas, oui. la somme facturée correspond au gardiennage, non? Enfin, gardiennage, le mot est peut-être pas le meilleur possible, hein, mais oui, bien sûr, à l'encadrement, oui. Parce que là aussi, votre question, elle est très bonne, parce qu'en fait, le prix du repas, c'est 8 €. Nous, on achète les repas à une ville de restauration, et on paye 2 €, je crois. Un peu plus de 2 €. Entre 8 € et 2 €, c'est quoi? C'est des frais de personnel. Donc ce que je veux dire, c'est que dans le prix du repas, c'est pas la nourriture qui est le plus cher, c'est l'encadrement. Et de loin. L'encadrement, le chauffage, mais encore même chose, le chauffage c'est pas grand-chose. Le chauffage c'est peut-être 50 centimes, l'entretien, etc. Donc le personnel représente plus de la moitié du coût de la restauration. Encore une fois, m'avait dit, en gros, la dernière fois qu'on a vu ça pendant 2-3 années, enfin, il me semble que ça fait 1 ou 2 ans où on regarde un peu moins de façon précise, mais on avait regardé vraiment ça de façon précise avant. En gros, 8 € le prix du repas, 2 € le prix d'achat des denrées, un peu de chauffage, d'éclairage, etc. Allez, 1 € là-dedans, mettons, il reste 5 €, 5 € c'est le prix du personnel. L'encadrement. Donc c'est normal, pour en revenir à votre question, qu'on fasse payer un petit peu les gens qui, même s'ils amènent leur repas. Et en général, ceux qui amènent leur repas, c'est ce qu'on appelle les PPI, là, justement, ceux qui ont des problèmes d'allergie. PAI plutôt, non? Oui, mais là, c'est pas repas, c'est goûter. Non, c'est repas. Les gens qui ont des allergies apportent leur repas, et là, pour le coup, ils prennent le repas avec tout le monde, mais voilà, ils profitent des locaux, ils sont encadrés comme les autres pour ce temps de repas. Ils ont des projets d'action individualisés. Projets d'action. PAI, c'est ça. Les parents, l'établissement scolaire oui. Et l'enfant. Oui. Et la collectivité. Bon, il y a plusieurs signatures. Si les textes n'ont pas changé depuis 2010. Oui, mais je signe encore, enfin, moi-même ou un collègue, mais je... Et c'est proposé qu'à ces enfants en particulier ou c'est proposé à l'ensemble des enfants? Ah non, c'est un tarif qui n'est que pour ces enfants-là. Puisque, par rapport à ce qui a été dit, c'est-à-dire que les enfants ne peuvent pas plus à la restauration scolaire qu'à la LSH, les enfants ne peuvent amener leur casse-croûte, quoi. C'est que ce tarif-là, il ne correspond qu'au PAI. Il n'est appliqué que pour cela. Jean-Pierre. Oui, donc l'année dernière, le 25 juin, vous avez voté, la majorité d'entre vous, l'augmentation de 2,52% pour le premier tarif, c'est-à-dire la restauration et l'accueil des enfants apportant leur repas, et pour le second, une augmentation de 2,57. Et cette année, on nous propose une augmentation pour le premier encore en plus de 2,10 et 1,90 pour le second. Nous, élus du Front de Gauche, avec mes collègues, excusez ce soir, nous avons décidé de voter contre, parce qu'en 2 ans, j'estime que ça fait quand même une bonne augmentation, même si l'année dernière, on avait dit que ça ne faisait pas grand-chose, mais ça continue. Et malheureusement, avec la politique actuelle du gouvernement, les familles n'ont pas d'augmentation dans leur portefeuille qui suivent. C'est-à-dire que c'est toujours les mêmes, en fin de compte, qui, on va dire, ça représente quelques centimes, mais je vais vous dire exactement la même chose il y a 1 an, ce qu'on vous a dit ici, quelques centimes plus quelques centimes, voilà, on continue encore à augmenter. Alors, je tiens à signaler quand même quelque chose, nous comprenons pour la commune, pour l'équilibre du budget, que nous sommes obligés de proposer cette augmentation, parce que tout augmente, les frais de personnel, la nourriture, etc. Mais c'est toujours à la fin, à l'arrivée, c'est toujours les familles, c'est toujours les gens les plus modestes ou autres qui payent, car le gouvernement continue à délaisser ces gens-là. Donc nous comprenons la demande d'augmentation, mais nous votons contre. Les 2 aspects de notre intervention, un aspect national et un aspect local. Concernant l'aspect national, moi je ne peux pas te laisser dire que le gouvernement ne pense pas aux plus pauvres, parce que c'est faux. Et globalement, même pour
l'ensemble des salariés, enfin des personnes, il y a une légère augmentation du pouvoir d'achat, globalement. Donc, sur ce point-là, je diverge, mon appréciation n'est pas du tout la même que la tienne, sur cet aspect-là. Ensuite, je répète que les augmentations auxquelles nous arrivons de 2,10 et de 1,90, elles collent à ce qui se passe à la ville. On ne fait pas ça comme ça, là, au doigt mouillé, vous savez, où on prend un indice, il y en a plein d'indices. Non, on ne fait pas ça. On a regardé comment était le coût de la restauration. Il est à 60% des charges de personnel, à 37% des charges de service, à 3% d'énergie. On prend les indices d'augmentation sur un an de ces 3 critères. Les charges de personnel, c'est ce qu'on appelle le panier des maires, un indice national, il est de 2,8% cette année. Enfin, l'année passée. Hein. Les services, l'indice est de 1,2%. Quant à l'énergie, elle a baissé de 4,7%. Donc tu vois qu'au passage, on intègre même les indices quand ils baissent. C'est-à-dire que les 3 indices baisseraient, on ferait baisser nos prix de la restauration scolaire. Ça veut dire ça. Et donc, on fait une moyenne de ces 3 indices avec les pourcentages donnés, et on arrive à 2,10%. Donc, je veux dire, le tarif que l'on propose est calé sur l'augmentation de nos coûts. Donc, conclusion, si on ne suit pas, et ensuite, nos recettes, même chose, hein, nos recettes globales couvrent 30% du coût du repas, 35, enfin entre 30 et 40, mettons, hein, d'accord ? Et le coût payé par les familles va à peu près de 10% à 50%. D'accord ? Donc, si ces recettes-là, nos dépenses augmentent, si tes recettes ne suivent pas, ça veut dire globalement qu'au lieu que les familles globalement payent 30% du coût, elles paieront 29%, 28%, etc. On serait à 70% comme dans certaines communes. Je comprendrais parfaitement ton intervention et je voterai avec toi. Comme toi. Réellement, hein. Mais on n'est pas dans cette situation-là. On est dans une situation où le coût moyen représente moins de 50%. Le tarif, enfin ce que payent les familles représente moins de 50% du coût. Donc tu vois, c'est complètement autre chose. Et on n'est pas dans la même situation. Encore une fois, c'est un peu la même remarque que je disais tout à l'heure. Il y a des choses qui s'entendent, des discours qui sont un peu nationaux, puis il y a des réalités mavilloises. Et voilà, moi je vous invite à tenir davantage compte de ce qu'on est à Mainvilliers, puis pas trop quand même de l'environnement national, où là il y a plein de choses à dire. Soit dans d'autres communes, soit... voilà. Juste 30 secondes pour répondre. Donc c'est Bien tout sûr. À fait, la réponse est tout à fait ça, c'est-à-dire qu'on ne remet pas en cause de vouloir essayer d'équilibrer le budget pour la commune, nous comprenons. Mais on ne peut pas dire, on est ici à Mainvilliers, on ferme les portes, on ferme les murs, on ne regarde pas ce qui se passe au-dessus. Si on regarde, on le voit dans les subventions de l'État en diminution ou autre. Non, globalement, les dotations de l'État ont légèrement augmenté, on l'a vu tout à l'heure, cette année à Mainvilliers. Oui, et donc maintenant, nous continuerons jusque le temps que nous ne ressentons pas l'effort pour les familles du gouvernement, nous continuerons à voter lors des différents conseils cette augmentation de charges pour les familles. Donc maintenant, j'invite les familles de Mainvilloises à se féliciter alors que le gouvernement les aide, parce que je pense qu'ils ne s'en aperçoivent pas et nous non plus. On va prolonger, mais en aparté, je te donnerai des exemples qui prouvent que les plus démunis que le gouvernement pense aux plus démunis. Mais comme c'est des exemples personnels, je préfère te les donner à toi seulement. Est-ce qu'il y a d'autres expressions? On vote. Est-ce qu'il y a donc des avis contraires? 1, 2, 3 avis contraires, c'est ça? Oui. Il faut préciser que je respecte la volonté de celui qui m'a demandé de voter pour lui, à savoir Bernard Côté. Bien sûr. C'est pas moi, mon nom personnel. Tout à fait. 3 votes contre, abstention. 2, 3 abstentions, c'est bien ça? Et donc les autres, je considère qu'il y a des votes pour le reste, on est d'accord? Merci à vous. Nous continuons avec la politique de la ville. En l'absence de Maryse Legrand, on n'a pas vu ça ensemble, Michel. On fait une présentation à 2 voix.
Vas-y. Je suis. Je ne l'ai pas lu. Donc, bon, je fais la présentation. Alors, c'est une délibération annuelle que vous avez déjà vue l'an dernier. Donc, il s'agit de, quelque part, prouver que l'on a bien utilisé la dotation de solidarité urbaine que le gouvernement nous a octroyée, pas seulement à Mavilliers. Alors, bon, pareil, on ne demande pas comment on dépense la DGF, on demande comment on dépense la DSU. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Moi, je trouve que c'est un peu stigmatisant, mais voilà. En même temps, ça nous permet de prouver qu'on fait bon usage de l'argent de l'État. Donc, au titre de l'année 2015 et dans le respect de la loi instituant la DSU et de cohésion sociale, la ville de Mavilliers a perçu 1 376 748. Vous savez, c'est cette dotation qui a augmenté à peu près de 200 000, c'est ça l'ordre de grandeur, plus de 200 000. 200, qui a dit? Merci à vous pour la précision. Le contrat de ville définit de manière stratégique le projet urbain et social que les partenaires locaux s'engagent à mettre en œuvre sur la base d'un appel à projet afin de réduire les écarts de développement entre les territoires prioritaires et leur environnement, leur intégration dans le fonctionnement de la ville, ainsi que l'amélioration de la vie quotidienne. 4 partenaires ont accompagné la ville de Mavilliers dans cette dynamique. Le centre social Jules Verne Léo Lagrange, la régie de quartier Reconstruire Ensemble, le club sportif Mavilliers Football et l'association Femmes d'Afrique et d'ailleurs. Les 2 premiers sont des piliers, on va dire, les 2 autres sont, nous ont accompagnés en 2015. 20 projets, en incluant ceux de la ville de Mavilliers, ont été menés en 2015. Il est à noter que nos partenaires ont été accompagnés financièrement dans leur action, avec, en plus de l'État, la CAF, l'Agence régionale de santé, le CNASEA pour les emplois aidés, l'agglomération pour les projets à rayonnement intercommunal, voire par les aides privées, et bien sûr, par la ville de Mavilliers. Donc pour 2015, ça a été la mise en route opérationnelle du Conseil citoyen, conseil qui se réunit maintenant. Je crois qu'on a été les premiers de l'agglomération. Il faut qu'il y en avait à Mavilliers, Lucé et Chartres. On a dû être les premiers à le mettre en place. Ce contrat de ville nouvelle génération a été signé le 3 juillet 2015 pour 5 ans, 2015-2020. Il prend en compte une nouvelle géographie prioritaire inhérente à la réforme engagée sur la politique de la ville. Le périmètre du quartier prioritaire de la politique de la ville a été établi en fonction du revenu moyen par habitant. Donc un seul critère, effectivement, la richesse quelque part des habitants, pour savoir quels sont les quartiers en France les plus prioritaires et ceux qui le sont moins. Le contrat de ville comporte 4 axes d'intervention: cohésion sociale, l'habitat, cadre de vie, l'emploi et le développement économique et les valeurs républicaines et la laïcité. Donc vous voyez que les actions suivantes sont intégrées comme suit. On a donc, suivant les 5 critères, on voit donc ce qui concerne le fonctionnement, les subventions ou des prestations, le total faisant un peu moins de 200 000 €. Et de l'autre côté, vous avez ce qui concerne là aussi d'autres avec les mêmes critères, suivant les secteurs, cette fois-ci, ce qui ressort du fonctionnement ou de l'investissement, avec tout ce qui se passe à Mavilliers, route Bonhomme, au niveau du périscolaire, la réussite éducative, le conseil municipal des jeunes, la coordonnatrice, ce qui se passe à la bibliothèque, dans notre programmation culturelle, au niveau sportif, au niveau multi-accueil et crèche familiale, ce qu'on fait pour les associations, pour le CEJ, contrat enfance-jeunesse, ce qu'on fait au niveau du CCAS, ce qu'on fait pour le centre socio-éducatif, pour le centre de loisirs sans hébergement Jean Charpentier, géré par les PEP, les aides diverses qui sont faites, l'investissement pour l'épicerie solidaire, pour le CSE et la maison de quartier, c'était des travaux d'aménagement. Au niveau des équipements des écoles et périscolaires, on a mis pas mal d'argent. Vous savez, l'aménagement des préaux, l'amélioration des conditions de travail dans les classes, la réhabilitation intérieure des bâtiments scolaires, sur la bibliothèque, la salle des fêtes et des installations sportives. On a fait aussi des travaux d'investissement. Tout ceci est comptabilisé pour un total d'un peu plus de 910 000 € en fonctionnement et d'un peu plus de
environ 735 000 euros en investissement. Et donc, pour mémoire, vous avez le montant de la DSU avec le rang de la commune au niveau national. On s'aperçoit qu'en 2015, on était au 116e rang. Vous voyez qu'on a été parfois au 101e et qu'en général, on n'a jamais été au-delà de 150. Donc on oscille entre 100 et 150, mais plus proche de 100 que de 150. Alors évidemment, c'est un rang dont on se passerait bien, parce que si on était plus élevé, ça veut dire qu'on aurait des bases fiscales plus riches, meilleures. Et je répète que ces bases fiscales meilleures, c'est en général essentiellement des bases de taxes professionnelles. Ce qui rend riche une commune en base fiscale, c'est le fait qu'ils aient des entreprises, des sièges sociaux. La commune et le département le plus riche, c'est les Hauts-de-Seine, et puis la commune, c'est c'est pas grave, c'est les Hauts-de-Seine, parce qu'il y a beaucoup de sièges sociaux. Même chose dans les départements des Alpes-Maritimes. Donc ce qui rend riche une commune, c'est la taxe professionnelle, et les bases de taxe professionnelle. Beaucoup plus que la différence des bases entre le TH et le foncier bâti, qui a un petit rôle, mais c'est un rôle mineur par rapport à la taxe professionnelle. Et donc, notre problème à Aubervilliers, c'est qu'on n'était pas du bon côté de la rocade, les entreprises ne sont pas vraiment installées par rapport à Paris, et ça, c'est un phénomène classique. Toutes les communes à 100 km de Paris, les villes sont riches du côté de Paris, elles sont pauvres du côté opposé à Paris. Et donc c'est pour ça que là, quand les collègues, plutôt de droite en général, me disent, vous savez, on dit quand vous êtes pauvre, c'est que vous l'avez bien voulu. Non, pas toujours, parfois peut-être, mais pas toujours. C'est pas une manque de dynamisme. Pour les communes comme pour les familles. C'est pareil. De temps en temps, ça peut être un manque de dynamisme, et de temps en temps, c'est la faute à pas de chance. Il y a des choses objectives qui font que une commune peut être plus ou moins riche fiscalement. Et pour nous, c'est ça. On n'est pas du bon côté de Paris. Donc les entreprises se sont installées plutôt sur Chartres, Gélaville, etc. Gélaville est la commune la plus riche de notre agglomération. C'est pas Chartres, c'est Gélaville. Le Jean le fait, est aussi la commune la plus riche de notre agglomération. Et puis après, il y a eu un peu Lucé qui, parce qu'il avait un député maire, a su, par sa fonction de député, a fait venir un certain nombre de sièges sociaux dans sa commune. Voilà l'histoire. Et pour essayer de battre en brèche le fait que quand on est pauvre, c'est qu'on l'a bien voulu. Discours, encore une fois, assez courant de collègues qui ne sont pas de même bord politique que moi. Alors, il s'agit de... Est-ce qu'on vote ou est-ce qu'on prend acte seulement? On prend acte. Donc, je ne vous demande pas votre vote. Par contre, je vous demande si vous souhaitez vous exprimer. Aziz. Juste... Ouais. Juste une remarque. On cite Joinzéa parmi les partenaires qu'a fait l'ARS. Juste savoir que l'organisme existe toujours, mais il porte un autre nom. Ah. Bon. C'est l'ASP. Agence. Voilà. D'accord. Agence de service et de paiement. Donc ça, c'est un coup de on va dire que c'est un coup de l'informatique. Voilà. Donc c'est resté dans le dernier, quoi. Donc ASP, c'est ça? C'est ça. D'accord. Merci à toi. Et d'autres interventions? Oui. Une remarque également. C'est le salaire du chef de projet. Du salaire du chef de projet. De la ville, chef de projet. Alors, déjà, il n'est qu'à 50%. Mais faites simplement. Il n'est pas à temps plein, si c'est ça ta question. Il n'est qu'à 50%. C'est déjà beaucoup. À mi-temps, 26 000 euros sur 198 000 euros. Alors, attends, qu'on se comprenne. C'est pas que son salaire. C'est pas ça? C'est son salaire. C'est la fiche projet qui concerne le poste, donc c'est son salaire plus tout ce qui Où est-ce que c'est le chef de projet? C'est la première page. Première page Tout ce qui Ah oui, première page. C'est pas que le coût du salaire. Politique de la ville. Chef de projet, 40%. Non, mais le salaire, pour faire Ah non, c'est peut-être ça, c'est M. Mercier, c'est peut-être plutôt le salaire. Oui, mais c'est peut-être Alain Crépin, c'est tout. Non, les 26 000 là. 5 000.
Ça fait un peu beaucoup, oui. Non, mais parce que je sais que dans ces fiches-là, il n'y a pas que le coût du salaire, il y a aussi tout le fonctionnement autour du poste. Tout fonctionnement rattaché. Voilà, il y a tout rattaché, c'est pas que le coût d'un On salaire. vérifie, oui, merci de vérifier ce chiffre-là, parce que je suis comme toi, Moi, j'en suis sûr. il m'étonne un petit peu. Les dépenses de fonctionnement qu'il y a autour, parce qu'on en trouverait ça. Oui, mais enfin, ça mérite explication quand même. Donc je reçois pleinement ta question, quoi. Ça mérite éclaircissement. Ce qui est marqué, c'est qu'il demandait de préciser le temps de travail du chef de projet. Donc là, ça a été marqué, et de ce fait, voilà. Je fais un parallèle avec le salaire du médecin psychiatre tout à fait compétent et tout à fait brillant à l'immobilier. Quand on faisait l'assemblée générale, on était toujours effaré de voir l'importance que prenait son salaire avec son ancienneté. Pourtant, c'est un médecin, bac plus 15, par rapport aux autres salaires. Il y avait une partie un petit peu indécente. Disons que là, un salaire, parce que chef de projet, c'est cadre A. Monsieur Versier, un cadre A, ça peut aller jusqu'à 50 000 euros la charge annuelle. Hein, sachant que 50 000 euros, c'est le double de ce que la personne a. Parce que nous, on compte les charges patronales. D'accord? Donc, un salaire de cadre A, ça peut être 50-60. Un salaire de cadre C, c'est 30 000. J'ai cette référence-là. Donc, ça peut aller du simple au double, quoi. À peu près. Autre question? Non? C'est bon? Nous arrivons aux ressources humaines, Jean-Yves. C'est pour toi. Enfin, c'est une tâche que tu vas partager avec Marc, je crois, sur les 5 délibérations. D'accord. La première est pour toi. C'est là encore, pour la création du poste finance, il s'agit d'actualiser notre état des emplois. Je m'explique. La responsable du service finance quitte la commune de Mavillé par voie de mutation pour une autre commune. Donc c'est un poste où il faut se presser de recruter et le recrutement peut se faire sur la base d'un cadre B ou d'un cadre A. Or, avec les différents niveaux des cadres B, donc on pourrait avoir un rédacteur principal première classe, un deuxième classe ou un rédacteur. Actuellement, on a à l'état des emplois qu'un rédacteur de deuxième classe, donc ça c'est pour les emplois B. Par contre, oui, pour le cadre A, ça serait un poste d'attaché que nous n'avons pas à l'état des emplois. Donc je vais vous demander si vous voulez bien créer aujourd'hui les 3 postes qui ne figurent pas à l'état des emplois, afin de nous laisser toute latitude pour le recrutement. Je crois qu'il doit débuter incessamment sous peu, et je crois que la première rencontre, c'est même demain. Oui. Pour laisser le choix donc au jury de choisir le meilleur candidat sans être gêné par le contexte, j'allais dire, administratif. Ce qui est en complément de ce que vient de dire Jean-Yves. Bien entendu, on supprimera ceux dont on n'a plus besoin lors d'un prochain conseil. Oui. En passant par le CT, ce qui est obligation pour la suppression, on passe pour le CT. Ce qui est un peu lourd, mais de toute façon, il faut faire ça. Donc ça ne sera pas maintenant avant l'automne. En complément de ce que vient de dire Jean-Yves, notre choix évidemment est entre un cadre B et un cadre A. On estime qu'on n'a pas forcément besoin d'un cadre A, mais on peut aussi avoir un jeune cadre A qui finalement ne coûte pas plus cher qu'un cadre B en fin de carrière et qui correspond à ce que l'on souhaite. Voilà, en fait, l'enjeu il est là. Des questions? Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Unanimité, merci. Marc, j'ai compris que c'était à toi. Alors, moi je propose la délit 17, création d'un poste pour le recrutement d'un intervenant. Et non pas une, c'est ça. Pas une intervenante. L'erreur vient tout de suite, on prévient, c'est que jusqu'à maintenant on a une intervenante
depuis des années, donc voilà. L'amalgame a été fait directement. Donc sur c'est les un. activités Enfin, c'est un qui peut devenir une. qui pourrait devenir une. Mais c'est pas forcément une, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, considérant que depuis plusieurs années, la commune a recours à un intervenant pour mettre en œuvre des activités d'art plastique pour les enfants dans les temps d'atelier du soir et lors des ateliers des arts et de la culture le mercredi après-midi, ainsi que lors des temps forts, que représente la fête du sport, de la culture et l'anniversaire de la Journée internationale des droits de l'enfant, considérant que cet intervenant sera aussi, et on va enlever le été, sollicité pour participer au TAP, considérant que les assistants d'enseignement artistique sont un cadre d'emploi de catégorie B de la filière culture qui a les particularités suivantes: un temps plein correspondant à 20 heures d'intervention maximum, et l'horaire ne peut pas être annualisé. Il est donc proposé au conseil municipal de créer un poste permanent d'assistante d'enseignement artistique à 11/20e, correspondant aux heures d'atelier du soir, de temps d'activité périscolaire, d'atelier des arts et de la culture, ainsi qu'un temps de concertation. Les interventions ponctuelles, par exemple la fête du sport et de la culture ou l'anniversaire de la Journée internationale des droits des enfants le 20 novembre, seront rémunérées en heures complémentaires. En cas de défaut de candidature de titulaire correspondant aux exigences du poste, un agent contractuel pourra être recruté sur un contrat d'1 an renouvelable. En complément de ce que vient de dire Marc, j'insiste sur le fait que c'est la création d'un poste et ce n'est pas la création d'un emploi. Je veux dire par là que c'est une personne faisait déjà un travail, donc on payait déjà une personne, et il faut créer effectivement un poste, et ensuite on va nommer une personne, la même ou une autre, sur un poste. Mais c'est pas, ça je fais allusion à ceux qui peuvent penser de temps en temps qu'il y a une augmentation des charges de personnel. Pas le cas. On est là sur voilà, une création de poste, c'est vrai, mais pas d'augmentation des charges de personnel. Ça existait déjà sous une autre forme. C'est ça. Voilà. C'était un poste de contractuel et pas un poste de titulaire. Nous pouvons voter. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Nous sommes unanimes. Nous continuons avec la création de 6 postes à temps complet. Alors là, la même chose. Hein. On est dans la même... création de postes, mais pas création d'emplois. Donc là, chaque année, on fait appel dans le cadre de la coéducation liant l'éducation nationale et la ville, pour les ateliers d'accompagnement scolaire, apprentissage des leçons, sont encadrés si possible par un enseignant. Mais le nombre d'enseignants engagés dans l'accompagnement éducatif des ateliers du soir est en général insuffisant. La ville fait appel dans ce cas à des enseignants retraités ou à des intervenants titulaires, si possible d'un niveau minimum Bac+2. Cette organisation étant maintenant stabilisée, il convient de créer des postes permanents d'intervenants périscolaires chargés d'encadrer les ateliers d'accompagnement scolaire dans les conditions fixées par l'article 3-3 de la loi du 26/1/84. Ces emplois seront pourvus par des agents contractuels de droit public en l'absence de cadre d'emploi correspondant. Leur nombre pourra varier chaque année en fonction des besoins dans la limite de 6 ans. Ces intervenants disposeront d'une connaissance de l'enfant et de l'environnement scolaire, ainsi que d'une expérience en activité éducative. Ils encadreront les activités du temps périscolaire les lundis, mardis, jeudis et vendredis durant les semaines scolaires. 6 heures par semaine scolaire, et participeront au temps de consultation nécessaire, 2 heures par mois au maximum. Ils seront tous recrutés pour une durée déterminée d'une année scolaire de début septembre à début juillet. Donc je vous fais grâce les calculs de base, voilà, pour cette délibération. Je reviens peut-être quand je dis que ce n'était pas création d'emploi. Si, ça peut être une création d'emploi, mais c'est à la place d'emploi qui existait avant, éventuellement dans les autres structures. Oui, c'est ça. On est toujours dans... Ouais, si on regarde sur la LSH globalement, il n'y a pas de création d'emploi. Non. Globalement. Non, mais là, on mais ça peut être des créations d'emploi à la ville, qui était ailleurs, éventuellement avant. Oui. En lisant, je reviens sur ce qu'a dit Marc, c'est dit, je ne vais pas m'arrêter sur la base horaire, mais justement, nous, on va s'arrêter un tout petit peu sur la base horaire, parce qu'on trouve que
un indice brut particulier pour les enseignants retraités nous paraît de 966, alors que pour les autres, ça serait de 548, nous paraît un peu conséquent. C'est des gens qui sont à la retraite, qui touchent leur retraite. Certes, ils font un travail en plus, mais on trouve que cet indice, voilà, donc c'est pour ça que nous nous abstiendrons. C'est pas sur le fond, c'est sur cette base particulière. Vous avez, bien sûr, hein, c'est votre droit le plus strict. Après, l'enseignement retraité, encore une fois, ils ont le droit de travailler. Même si effectivement le pouvoir d'achat des retraités, vous permettez de le dire, le revenu, les revenus moyens des retraités sont supérieurs aux revenus des actifs depuis de nombreuses années. Et effectivement, je ne trouve pas que c'est une société, c'est pas forcément une preuve de dynamisme de notre société que ça aille dans ce sens-là. Il n'empêche que les retraités enseignants, pas non plus, pas les revenus est très important, surtout quand, comme nous, ça doit être des instituteurs, des professeurs d'école. Ce qu'on peut surtout rajouter en plus, c'est que c'est vrai qu'on propose ces contrats avec tellement peu d'heures que, on va dire que des bac plus 2 qui cherchent si peu d'heures dans la semaine, ça équivaut à 7 heures un maximum semaine, on n'en trouve pas. Donc heureusement qu'on a ces retraités pour accompagner cette activité-là, parce que sinon je pense que l'accompagnement de nos enfants, et là il y a un fort besoin sur la commune de nos enfants dans les écoles, on ne serait pas en capacité de l'assumer. Sans compter qu'on a un encadrement de qualité, quoi, en général. Nora. Juste une question, ces bases horaires, les indices, c'est des indices qui sont fixés par le texte. Oui. Donc on n'a pas à discuter là-dessus, sur les bases. Un retraité enseignant, il a tel indice, même s'il est retraité, parce qu'il est en fin de carrière avec le diplôme qu'il faut. Donc c'est des bases légales, c'est fixé par les textes, pas le choix. Je ne sais pas. Ça peut se discuter quand même. Ça peut se discuter Ça peut se discuter quand même. On ne peut rien si on est retraité avec tel indice, bon, on est plusieurs enseignants, c'est comme ça. Il n'est pas obligé de rembaucher. Sylvie, tu veux dire quelque chose? Oui, alors moi, je ne suis pas sûre que la ville soit obligée d'appliquer ces indices-là. Et pour revenir à ce que disait Marc, effectivement, on a du mal à trouver des gens avec bac plus 2 parce que, oui, mais peut-être que si on leur proposait un tarif, un salaire, je ne sais pas comment on peut dire, indemnisation, salaire supérieur, peut-être qu'on trouverait un peu plus aussi. Pourquoi est-ce que, pour le coup, oui, pourquoi est-ce qu'on ne leur propose pas le même montant que les enseignants retraités? Parce qu'ils ont un peu plus que bac plus 2, les enseignants retraités. Oui, mais c'est pas forcément le besoin que l'on attend d'eux. Enfin, voilà. Effectivement, on a déjà augmenté, on a déjà fait un geste, quoi, je veux dire, par rapport à ce qu'on faisait avant. Enfin, de mémoire, on a augmenté un peu par rapport au départ où on a lancé ces actions. Nora. Oui, je suis peut-être d'accord. La commune peut prendre cette option-là d'essayer de recruter donc, des enseignants retraités à un indice de leur proposer. Mais enfin, ça me semble quand même un peu jouer sur la qualité, les compétences des gens. Surtout pour des heures un peu attrayantes aussi. Un quota d'heures. Voilà. De toute façon, il y en a combien d'enseignants retraités? C'est pareil, là, parce que, voilà, en même temps, ne nous engouffrons pas dans un débat un peu long, parce qu'on a une personne, c'est bien ça, si je ne me trompe pas, qui le faisait avant. Donc tout le monde était content. C'est celui, si je ne me trompe pas, qui travaillait dans son école le dimanche, qui, une fois, et donc la lumière de la classe était allumée. Moi, je pensais que quelqu'un avait oublié
l'éteindre. Donc je demande au gardien de la ville d'y aller pour éteindre, et il tombe sur cette personne qui était un dimanche à 7h du soir, en hiver, qui était en train de travailler pour préparer ses cours. Voilà. Donc on est en train de discuter sur ce cas-là. De quelqu'un qui est hyper scrupuleux, qui aime ça, qui souhaite continuer, voilà. Bon, voilà. Mais ça veut dire qu'on trouve donc des gens avec le bac plus 2. Oui, j'avais l'impression, j'avais cru comprendre qu'on avait du mal à trouver. C'est toujours difficile. Oui, c'est vrai que c'est un peu difficile à trouver, mais enfin, oui, un petit peu, oui. Mais on n'a pas recours massivement aux enseignants retraités, parce qu'en fait, il n'y en a pas beaucoup qui ont envie. Malgré le fait qu'on propose une rémunération que certains d'entre vous peuvent trouver alléchante. Je ne sais pas si je peux me permettre, c'est un peu provocateur, mais je crois que s'il y a une anomalie et si elle existe, c'est pas de s'étonner du niveau de l'indice des enseignants retraités qui n'ont pas des salaires considérables. Je crois qu'ils sont payés à leur juste valeur, à leur juste niveau. Moins que dans les autres pays européens. Et moins. Beaucoup moins que dans les autres pays européens. Ce qui est anormal, c'est de constater qu'effectivement, ce sont ceux qui ont besoin d'un petit débat plus de. Ce sont eux, effectivement, qui ont besoin que leurs indemnités, leur gratification remontent, mais ce n'est pas l'indice des enseignants, ils considèrent qu'il est dérisoire par rapport au travail qu'ils y passent. Parce qu'il y en avait qu'un qui est resté certainement avec le lumière allumée, mais j'ai envie de parler de Jacques Michel, moi. Oui, aussi. Et je pense que c'est quelqu'un qui travaillait 24 heures sur 24 chez lui, et 365 jours dans l'année. Bon, il faudra voir si on peut faire un geste pour les autres, mais on ne peut pas le faire ici en conseil, mais on verra si d'ici l'année prochaine on peut faire un geste. Autre intervention ? Et on vote. Est-ce qu'il y a des avis contraires ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Alors, il y en a combien là ? Il y en a 9, c'est ça ? Et abstentions aussi ? 10 ? 11, c'est ça ? 11 abstentions. Les autres sont favorables ? On continue avec la création d'un poste d'emploi d'avenir. Là aussi, est-ce que c'est une création d'emploi un peu entre les deux ? C'est entre les deux. Entre les deux, vas-y. Donc, création d'un emploi d'avenir. Donc, l'idée, c'est de passer de 8 contrats aidés actuellement que la ville peut accueillir à 9 contrats d'avenir. Je vais passer assez vite sur la répartition actuelle des contrats d'avenir en CAE, CUI, parce que c'est pas ce qui nous concerne dans cette délibération, mais plutôt m'arrêter sur donc les contrats d'avenir qui sont l'objet de cette délibération. Donc globalement, actuellement, nous avons des contrats d'avenir, un au CTM et un contrat d'avenir au service service communication, pardon. Il est prévu d'engager des contrats d'avenir sur un poste au service éducation pour étoffer l'équipe de l'école Coubertin à l'occasion de l'ouverture de la classe des tout petits, des moins de 3 ans. Dans le cadre de la mise en place de l'accueil de loisirs unique, un contrat d'avenir a été prévu parmi les 6 postes déjà existants sur la commune. Voilà. Et pour assurer le fonctionnement des accueils périscolaires, nous avons également recours chaque année à des animateurs sur des temps de 12 heures hebdomadaires. Ayant reçu 2 bonnes candidatures de jeunes lors de la recherche pour le poste péri-extrascolaire, nous vous proposons de remplacer un contrat de 12 heures par un contrat d'avenir. Et en raison de l'aide de l'État, le coût de l'emploi à venir à 35 heures est moins élevé qu'un poste classique à 12h30. En plus, ça nous permet d'accompagner ce jeune dans le cadre de la formation et ça nous permettra aussi d'avoir pour une fois un animateur un peu supplémentaire qui pourra faire face aux problèmes qu'on rencontre dans les équipes, soit par des départs de formation ou soit par des temps de maladie. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions ?
Il semble que non. Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. Donc oui, on est parti, je crois, de 3 d'emploi d'avenir au début, et on arrive à 6, c'est ça, plus les 3 qui, enfin, 3 demi partagés avec les PEP. Donc j'avais dit qu'on irait progressivement, c'est ce qui s'est passé. Frais de repas, c'est pour toi, Jean-Yves? Oui, dans une délibération. Ah, c'est pas lui. Donc, dans une délibération de 2008, peu d'élus doivent s'en souvenir, les frais de repas pour la formation du personnel, ils n'étaient pas remboursés lorsque les repas avaient lieu sur la commune de résidence. Par commune de résidence, on entendait Navillers et des coups de, j'allais dire, la petite agglo de Chartres. L'agglo de départ. Toutes les formations une grande partie des formations du personnel ont lieu au Centre national de la fonction publique. Et là, dans le coût de la formation, il y a le coût du repas. Mais on s'oriente maintenant un peu plus vers des actions qui ont lieu en intra. C'est plutôt d'envoyer une personne suivre une formation. On préfère avoir un groupe de personnes qui est formé sur le domaine considéré. Dans ce cas-là, c'est le formateur qui se déplace. Et compte tenu de cette délibération de 2008, même si tout le monde mange ensemble, on ne rembourse pas les frais de repas, qui en général se déroulent au foyer Foucault, qui reviennent entre 6 et 8 euros. Et personnellement, enfin, on est plusieurs à penser qu'il est dommage, effectivement, que ces repas ne soient pas remboursés, car le repas en matière de formation en intra est, à mon avis, un moment aussi assez fort au niveau de la formation. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de bien vouloir accepter le remboursement plafonné, bien entendu, à 15,25 € sur le remboursement des frais de repas dans ce cas-là, qui arrive peut-être 3 fois par an. Merci à toi. Est-ce qu'il y a des questions? Je suppose que non. Nous y allons. Au niveau des votes, est-ce qu'il y a des avis contraires? Est-ce qu'il y a des abstentions? C'est unanime. Dernière délibération, avant le vœu, Denise, on part sport. Oui, alors comme tous les ans, à cette époque, et en prévision de la rentrée scolaire et sportive de septembre, nous allons voter, enfin nous allons délibérer sur le tarif des locations des installations sportives. Donc, considérant qu'il appartient aux membres du conseil municipal de se prononcer sur la fixation des tarifs des équipements communaux, il est proposé de modifier les tarifs de la manière suivante. Alors, il y a un maintien du tarif pour le boulodrome, puisque c'est un prix quand même déjà assez conséquent, et les tarifs des autres installations sportives de manière identique à ceux établis par le conseil départemental de la Loire, à savoir plus 0,20% pour les gymnases et plus 0,18% pour les stades et les salles spécialisées. Voilà. Il est rappelé que les cautions ont été supprimées en 2014 et que les dégradations constatées feront l'objet d'une facturation spécifique correspondant au montant des réparations. Je pense que c'est déjà quelque chose qui se fait actuellement. Ensuite, bon ben voilà, alors les tarifs, je vous fais grâce de la lecture. Oui, nous les avons à l'écran. Et ils sont affichés. Et vous voyez que c'est minime comme augmentation. Ça va pas très loin. Vous voyez du tarif. Ça c'est de l'ordre de quelques centimes. Voilà. C'est gratuit pour les associations mavilloises et bien sûr... Alors, sachant qu'association mavilloise, ça veut dire associations qui ont signé une convention de partenariat. Donc, il y a les différents tarifs pour les différentes salles. C'est bon? Merci. Une question, oui. Jean-Pierre. Juste deux petites choses. Il y a juste une petite erreur d'écriture pour le gymnase.
en tarif précédent, c'est 58,08. C'est pas grand-chose, c'est la version de chiffres. L'année dernière, est-ce que tu es 58,08 au lieu de... 57. Voilà, c'est juste ça. Ah oui, 58 et non pas 57, c'est ça? Voilà, 58,08. D'accord. Mais sinon, j'ai une autre petite question concernant le boulodrome. Pour les associations non avilloises conventionnées, pour la durée de la convention, 420 euros. 420 euros, nous sommes bien d'accord, c'est la durée de la convention, c'est-à-dire c'est annuel. Ce n'est pas la journée, là, 420 euros. Non, mais parce que. Non, mais justement, parce que juste en dessous, nous avons pour les non-Mainvillois non conventionnés, 248 la journée. Et tu nous dis donc que c'est un tarif déjà important. Moi, j'estime que 420 euros pour utiliser le boulodrome pour les associations non-mainvilloises conventionnées pour une année entière, je ne trouve pas ça excessif. Et ma question, enfin c'est pas une occupation 7 jours sur 7. Non, mais c'est à la demande si c'est disponible. Donc voilà. Et donc l'année dernière, nous avons formulé la même réflexion, c'est-à-dire que l'année dernière, c'était le boulodrome était le seul à ce qu'on baissait les tarifs. C'est-à-dire que l'année dernière, ils étaient en 2014 à 424 et 250, on les a passés à 420 et 248. Et cette année, ce sont les seuls qu'on maintient, toujours 420 et 248. Donc c'est juste ça, donc nous, on ne sommes pas forcément contre, mais on s'abstient de ça. L'explication, tu l'as. Si l'an dernier on a baissé, je me rappelle que ça a provoqué une discussion assez longue, c'est tout simplement qu'on avait appliqué les formules dont je t'ai parlé tout à l'heure. Que le boulodrome, le coût du boulodrome pour Mainvilliers, c'est essentiellement des coûts d'énergie. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, l'indice de l'énergie a baissé de 5%. Et s'il a baissé c'est-à-dire au passage que les gens ont vu leur facture d'énergie baisser, tout le monde. Hein, et c'était déjà l'an dernier. Et c'est ce qui avait fait baisser le prix du boulodrome. Parce que nous, notre coût, il avait baissé. Et donc cette année, on a proposé tout ça, on n'a pas eu le temps de regarder en détail, mais on a proposé le maintien. Ensuite, sur le 420 euros, je pense que ça correspond là aussi encore à un cas très particulier. Il faudrait rechercher, et on recherchera pour te répondre. Je pense que personne ici peut-être n'a la réponse. Je me demande si c'est pas l'association, je me demande même si c'est pas, parce qu'elle est une association qui est liée à Josépha, à l'Ève, qui viennent. Je ne sais pas qui à Ligre, quoi. Il me semble qu'il y a une association liée à Aligre qui vient et on a fait un tarif un peu, presque un peu spécifique pour. Je crois que c'est ça, mais on va vérifier. Pas d'autres interventions? Nous votons. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Des abstentions? 2, 3 abstentions. Merci. Pour terminer, le vœu. Je l'ai dit en commission plénière, il se trouve que je suis au conseil d'administration de l'Association des maires de France et que l'Association des maires de France a proposé à tous les maires de France de proposer ce vœu dans leur conseil municipal. Donc je me suis un peu senti obligé de le faire également, sachant que je le fais avec plaisir, bien sûr, mais je voulais signaler que c'est cela l'origine de l'apparition de ce vœu au conseil municipal de Mainvilliers. Et donc, considérant que les Jeux olympiques et paralympiques incarnent des valeurs sportives, éducatives et citoyennes auxquelles notre collectivité est attachée, évidemment, nous, on a plutôt envie de voir le sport, évidemment, comme éducateur et citoyen, parce qu'il y a toujours une discussion entre le sport, évidemment, local et de haut niveau. Nous, on défend, bien sûr, d'abord la vision locale. Considérant que la ville de Paris est candidate à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques d'été 2024, considérant qu'au-delà de la ville de Paris, cette candidature concerne l'ensemble du pays, bien évidemment, considérant que l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques à Paris en 2024 aura nécessairement des retombées positives sur la pratique sportive et des politiques conduites
par la commune dans ce domaine, nécessairement, hein, ça fait des émules. Enfin, quand il se passe quelque chose dans notre pays, eh bien, il y a des émules. Quand le club de Mavilliers fait une performance, il y a des jeunes qui veulent jouer au foot. Quand il y a une Mavilloise qui fait des performances en athlétisme, ça donne des idées à d'autres. Voilà, ça c'est du concret, c'est ce qui est vécu, que je connais, quoi, et qui est de Mavilliers. Donc à une échelle supérieure, ça a nécessairement aussi des impacts. Il est proposé donc d'apporter son soutien à la candidature de la ville de Paris à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques d'été 2024 et d'émettre le vœu que cette candidature soit retenue par le Comité international olympique. Les expressions. Oui. Million. Alors, je parle à titre personnel et au nom aussi de Colette Le Sieur qui m'a donné pouvoir ce soir. Toutes les deux, nous ne souhaitons pas prendre part au vote d'une motion de soutien. On est tout à fait d'accord sur le fait que faire du sport c'est très important et qu'on serait content d'accueillir ces Jeux d'été, mais on ne voit pas le rendu concret d'un vote de motion de soutien. C'est pour ça qu'on souhaite ne pas participer au vote. Alors, on n'était pas là en commission plénière, mais j'ai répondu quelque part à cette question qui n'a pas forcément été posée. J'ai dit que, évidemment, que le vœu tout seul de la commune de Mavilliers ne ferait pas grand-chose, mais que l'union faire la force. Et c'est ce que l'AMF a jugé, parce que l'AMF, c'est une association pluraliste, qui a un président qui est d'ailleurs de droite, un vice-président qui est de gauche. Et donc c'est ensemble qu'ils ont proposé cette motion pour que l'union fasse la force. Et c'est dans cet esprit qu'elle est proposée ici même. Qui d'autre souhaite s'exprimer? Oui. Oui, moi ce soir je représente Stéphane Pilot qui n'est pas parmi nous, qui est son pouvoir, et il a souhaité également ne pas prendre part au vote, pour des raisons identiques à celles qui nous ont exposées par ceux. Qui d'autre souhaite s'exprimer? Estelle. Donc effectivement, c'est un grand projet fédérateur qui peut stimuler la pratique, tu l'as dit, sportive, améliorer la santé, le bien-être. Enfin bon, c'est soutenir l'engagement associatif, bénévole, tout ça, c'est des valeurs qu'on soutient bien, accélérer l'amélioration de la place des personnes handicapées, développer nos territoires avec l'implantation, par exemple, du village dans le 93 en Seine-Saint-Denis, du village olympique. Oui. Donc voilà, il y a quelques très bons points. Pour autant, je vais voter contre parce que pour l'instant, en l'état, je dis bien en l'état, les conditions ne sont pas réunies pour que je vote en faveur de la candidature pour l'instant de la candidature de la France. Alors, les budgets annoncés sont toujours des budgets, par exemple, si on prend Londres, c'était 6,2 millions d'euros, ça a fini à 11 milliards, et ça a fini à 11 milliards d'euros. Le Brésil, aujourd'hui, est vraiment dans une situation, bien sûr, qui n'est pas du CASA, mais en cessation de paiement aujourd'hui. On le sait depuis la semaine dernière, donc voilà, c'est typiquement le genre de choses qui ne va pas arranger sa situation. Donc ça, c'est une chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'est pas garanti que ce qui est aujourd'hui annoncé sera tenu. Donc, sans doute, quelque chose à compléter de ce point de vue-là, puisqu'il est appelé qu'il y a des structures qui sont quand même encore en état, enfin, voilà, qui ne sont pas... tout n'est pas à construire ici, et cela est vrai. Pour autant, si je viens sur la partie justement construction, c'est là aussi où commence à se poser le problème. Et là, on arrive sur un impact environnemental quand même important, puisque au moment de l'étude du Comité français de sportif international, là fait preuve quand même d'une grande légèreté, puisqu'elle se contente d'annoncer qu'elle souhaite s'inspirer des bonnes pratiques actuellement connues, mais sans engagement. Voilà. Pire, lors de la restitution des ateliers préalables à cette étude, la responsable de ces ateliers, de l'atelier d'ailleurs développement durable,
a annoncé d'emblée que ses membres avaient exclu toute discussion sur les normes de construction et la gestion des déchets industriels. Aujourd'hui, enfin voilà, on en est encore là. Quand on a des projets de cette ampleur et que voilà, on ne veut pas se mettre dans tout ce qui est de limiter notre impact sur l'environnement, ça me paraît juste aberrant quand on est à ces niveaux-là. On le fait, nous, dans nos communes, pour la moindre création, pour la moindre construction, et que ça ne soit pas fait là, ça n'est pas, en l'état en tout cas, admissible. Seuls ont été évoqués la mise en place des co-cups et le recyclage des déchets des spectateurs. Alors il y a aussi la question de l'empreinte carbone induite par les déplacements et le transport. Elle n'a jamais été seulement mentionnée. C'est-à-dire que quelle organisation des transports qui va permettre de... Voilà, ça peut se mentionner, ça s'organise, ça n'est pas dans le dossier à ce jour. Et ben voilà, en l'état, c'est la raison pour laquelle je voterai contre jusqu'à nouvel ordre. Voilà, s'il y a amélioration sur ces différents points, c'est tout à fait une position que je pourrais revoir. C'est une position des écologistes, vous l'avez compris de façon générale. Aussi. Est-ce qu'il y a d'autres expressions, André? Rapidement, moi je rejoindrai la position d'Estelle. Alors, dans un premier temps, c'est vrai que j'ai été tenté de voter contre. Voter contre parce que ce que le sport est devenu au jour d'aujourd'hui, c'est une profonde mascarade. Et ça n'a plus rien à voir avec ce que... Bon, il y a des jeunes parmi nous, des gens de mon âge, et qui ont connu des gens qui nous ont fait rêver, comme Polydor, comme Anquetil. J'y reviendrai sur Anquetil, c'est pas le même. Et qui peut-être touché déjà à la drogue quand même. Oui, sur Mer, sur Jazzy, enfin, et plus loin encore, Jess Owens, enfin, des gens aussi issus de l'immigration et de la pluralité qui s'appelaient Marcel Cerdan, enfin, plein de gens comme ça qui nous ont fait rêver. Des gens comme les sœurs Boetchel, des gens comme Killy, enfin, et je passe rapidement sur l'histoire de Platini, mais le sport officiel est devenu, le sport national est devenu une profonde mascarade. Je regardais la valeur des Français au jour d'aujourd'hui qui vont disputer un match pour Griezmann, c'est 80 millions d'euros. Il est passé par quelles écoles, il a fait quel type d'apprentissage de plomberie, je me demande. Je m'y reconnais pas. Donc c'est devenu un spectacle. Alors c'est vrai que c'est très populaire quand on voit passer le Tour de France, et j'en ai été, et j'en serai certainement encore, ça fait un petit peu rêver, sauf que les sommes dépensées les sommes confiées à ce spectacle, elles sont tout simplement scandaleuses. Bon, on parlait tout à l'heure de rémunération des enseignants, c'est vrai qu'on a mal au ventre, on a honte. Bon. Et puis, il y a derrière aussi tout ce qui concerne le problème du dopage. Alors bon, effectivement, il y a eu M. Anquetil, il est le grand à vélo, là, il est mort très jeune, hein, on sait très bien qu'il est mort. Simpson, il est mort aussi très jeune, dans les années 60. Et puis les grands, beaucoup d'athlètes, hein, Jeannie Longo même, qui il y a quelques années était émérite en cyclisme, elle se dopait. Donc moi, pour toutes ces raisons-là, je m'abstiendrai. Parce que je garde encore au fond de moi, c'est vrai, beaucoup d'amour pour l'effort sportif en général et l'éthique sportive, pas celle du baron Coubertin parce que c'était un nationaliste, mais l'éthique sportive en général. Mais je ne peux pas m'associer à cette fête. Enfin, cela dit, j'irai à un moment, c'est évident, mais je ne peux pas m'associer à cette fête. Et je dis quelles sont les retombées pour les gens de Paris, les gens les retombées en confort, en termes de confort, mais de retombées financières. Les gens de Paris, les gens de Londres, les gens de Sochi, les gens de Sydney. Je pense qu'il y a des choses intéressantes qui peuvent être dites, mais que ce n'est pas forcément le moment. Par rapport à ce vœu-là. Parce que quelque part, l'objectif, c'est de faire rayonner Paris et la France, c'est de faire rayonner
et si possible, même d'avoir des retombées positives économiques. Et autant, j'ai des réserves, moi, par rapport, je vous l'ai bien dit au moment quand j'ai présenté la Libération par rapport aux sportifs de haut niveau, c'est pas moi qui vais dépenser mon argent pour aller voir certains matchs, c'est pas moi qui regarde la télévision pour les matchs de haut niveau. Par contre, je vais à Mavilliers voir notre équipe A de foot jouer. Mais je suis un peu seul du conseil à y aller. D'accord ? On est 2 ou 3. Ok ? Mais moi, je passe pas mon temps devant la télé à regarder les matchs de haut niveau. D'accord ? Et c'est moi qui vous propose la délibération. Parce que je vois plutôt le côté économique que l'autre. Mais effectivement, je préfère, moi, soutenir le sport à la base. Hein ? C'est celui auquel je crois. Donc, vous voyez comme quoi on peut partager parfois la même analyse, mais de ne pas avoir les mêmes actes. Voilà ce que j'avais envie de vous faire partager à cet instant. Oui, juste Michel. Un mot. Parce que moi, je fais partie de ceux qui regardent les matchs de haut niveau et tous. Et ça m'amène à dire, oui, d'ailleurs, que j'ai loupé la première mi-temps, là, mais ça, c'est une autre histoire, mais parce que j'ai le plaisir d'être ici. Alors, d'abord, sur le fond, sur le vœu, je vais naturellement voter pour, tout en ayant bien en tête que c'est complètement inutile. Parce que c'est pas parce que 36 000 communes, 90 départements, 5 régions et je ne sais qui d'autre vont voter ce vœu que ça va changer quelque chose. Ça se passera tout à fait ailleurs. Sur la question de cette société, avec ses... Ça ne peut pas faire de mal, normalement. Sur ces anomalies, avec des gens qui gagnent trop, etc., c'est vrai que ça existe. Mais après tout, on est dans un pays de liberté. Et c'est ça surtout moi ce sur quoi je veux insister. Je suis dans un pays de liberté, je n'ai jamais vu en face de pays où ce soit si bien organisé que tout ça, ça n'existe pas, ou alors vous me le montrerez. On a vu au contraire historiquement des sociétés qui voulaient supprimer tout ça, réguler tout ça, et vous savez ce que c'est, hein ? Ce sont des dictatures, toujours, dans tous les cas de figure. Alors tous les gens qui veulent organiser la société à notre place, moi je leur dis, excusez-moi, attendez d'avoir déjà vérifié, d'avoir organisé, d'avoir fait quelque part, si possible pas chez nous. Chavez, super, mais c'était au Venezuela. Lula, super, mais c'était au Brésil, etc., etc. Et je pourrais en citer beaucoup d'autres. Hein ? Alors, la super société juste, égalitaire, etc., on l'attend encore. Pour l'instant, on est dans un pays de liberté. Ceux qui veulent regarder et payer d'ailleurs pour que ces gens-là gagnent de trop, je suis d'accord, ils gagnent de trop. Hein. Mais ça, c'est... C'est ce que je voulais dire quand je disais que je ne payais pas. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'est exactement ce que je voulais dire. Alors, nous votons, il n'y a plus d'expression. Attention, et vous pensez au pouvoir. Qui vote favorablement ? Favorablement. Alors c'est pas moi, c'est parce que j'ai un pouvoir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Est-ce que quelqu'un a vérifié ? Alors, on va voir à la fin. Mais contre, qui est contre ? Une, c'est ça. Qui s'abstient ? Au pouvoir. 1 et 2, c'est ça. Qui ne prend pas part au vote ? 1, 2, 3, c'est bien ça ? On compte, ça fait 30. Il manque un. On était 31, non ? Ah, non, il a donné le pouvoir. Donc on devrait en avoir 31, non, c'est ça ? Désolé, on regarde. Il n'y a pas quelqu'un qui a oublié de voter ou... Non ? On recommence, désolé. Qui est pour ? N'oubliez pas les pouvoirs. 1, 2, 3, 4, j'ai peut-être oublié. 5, 6 peut-être. 24. Et vous ? Voilà. Ah non, c'est moi, excuse. J'avais dit. J'ai oublié le pouvoir. Tu veux même pas que le pour gagne. Par contre, je ne sais pas ce que vous voulez voter. 25 pour, 1 contre, 2 abstentions, 3 ne participent pas au vote. 25.
25, 1, 2, 3. C'est bon? Merci à tous.